Bonjour à tous et bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va bien. Et Salut. bienvenue sur ce DLV. Donc comme d'habitude, on va vous parler de 3 jeux auxquels on a joué, qui sont sortis récemment. On va vous dire un petit peu comment ils marchent et surtout ce qu'on en a pensé. Alors aujourd'hui, on a 3 jeux. On va avoir Erune, Cubosaur et Rise and Fall. On commence tout de suite par Erune. Alors Erune, c'est un jeu de dungeon crawling, donc on va avoir un groupe d'aventuriers qui vont faire des missions. Alors, on trouvera les personnages classiques, on aura le nain, le guerrier, la magicienne, l'archère, et puis on aura des donjons dans lesquels il faudra se déplacer, trouver des objets, vaincre des monstres. On va monter de niveau au fur et à mesure, et on aura donc des aventuriers qui seront de plus en plus puissants. Donc dans le jeu, il y aura des joueurs qui vont jouer les aventuriers, et éventuellement un joueur qui jouera le maître du donjon. Alors on n'est pas obligé d'avoir un maître du donjon, donc celui qui contrôle les monstres, ça peut être géré par une application. Et en effet, il y a une application qui est assez centrale dans le jeu, qui va donc gérer tout ce qui va être événements aléatoires, éventuellement les déplacements des monstres. Sur la mécanique de jeu, on est quelque chose de très classique. Sur un tour de jeu, on va avoir les monstres qui jouent, les joueurs qui vont utiliser 2 actions pour se déplacer, fouiller et attaquer, et puis on enchaîne ainsi de suite jusqu'à ce que la partie soit gagnée. Plus ça passe, comme je vous l'ai dit, plus on va prendre de l'expérience, et donc on va enchaîner un petit peu les scénarios. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez classique, très proche de HeroQuest. Hein. D'ailleurs, Juste là. Voilà, le jeu a d'ailleurs été inspiré par HeroQuest. Les premiers scénarios ont été faits par HeroQuest. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu? Alors déjà, il y a 2 choses que je voudrais souligner, dont tu n'as pas forcément parlé. Il y a le fait que tout d'abord, il y a un maître des ombres qui incarne les monstres, ça tu l'as dit, mais il y a des interactions assez fortes entre le système de jeu, les joueurs et le maître des ombres en fait. Il peut vraiment donner des contraintes très fortes aux joueurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qui vient perturber la vie, qui est systémisé, alors que dans HeroQuest, on va juste gérer des monstres et c'est tout. Le maître des ombres est un vrai joueur. C'est un vrai joueur. Il est pas là pour faire jouer les autres. C'est pas un maître du jeu. Et il progresse d'aventure en aventure. Tout à fait. La deuxième chose, c'est que on a une application qui vient avec le jeu et qui va permettre au setup de se faire petit à petit au cours de la partie. On n'installe pas tout en début de partie. Dès qu'il y a un truc qui est ouvert, on va le dérouler, on va déplier la pièce. Et l'application, elle va aussi permettre de randomiser certaines choses, notamment ce qu'on va trouver en fouillant une pièce ou une autre. Et elle va permettre de sauvegarder certaines progressions. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui sont a priori des points forts de Erune. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas réussi à fondamentalement rentrer dedans parce que l'univers était un peu générique. Je me suis pas retrouvé dans un univers qui me parlait beaucoup. Ça faisait vraiment quête de bas niveau. Alors c'était les premiers scénarios, donc c'était effectivement ça. Mais j'arrivais pas à trouver d'accroche suffisamment forte pour mes personnages, pour ce qu'on essayait de faire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un peu effectivement le même problème. Le premier scénario, c'est vraiment on rentre dans une cave et on va tuer des rats. C'est pas très passionnant, mais évidemment, il va y avoir une progression. C'est-à-dire qu'on commence niveau 1, on peut finir, si j'ai tout compris, jusqu'à niveau 50. Donc, forcément, ça va monter en gamme, mais on reste très proche de cette tradition Donjons et Dragons, quoi, où on commence par des petites quêtes pas très intéressantes avec des personnages pas très forts, mais qui vont augmenter de niveau. Au début, on n'a même pas d'armes, d'ailleurs. On commence avec nos petits points. Heureusement, il y a quelqu'un qui nous donne un gourdin, je crois, un gourdin chacun. Donc, le début ne commence pas très épique, mais quelque part, encore une fois, on est dans cette habitude-là de ces jeux qui sont faits pour être joués vraiment sur le long terme. Ouais. À mon avis, l'intérêt du jeu, il est vraiment au long cours où on va voir son personnage. C'est la campagne. On va commencer à aimer au fur et à mesure. Effectivement, et en plus, on a un certain degré de customisation avec des talents qu'on va récupérer. T'as pas dû forcément en voir beaucoup, mais effectivement, on va pouvoir acquérir des talents qu'on peut activer. De la même manière, on a certaines réserves qui vont changer au cours de la partie. Et comme je disais, il y a quand même des bonnes idées au niveau de l'interaction entre le maître du jeu et les joueurs. Par exemple, si un personnage joueur vient à mourir, il peut dire non, maître des ombres, s'il te plaît, deviens plus fort, mais moi j'aimerais bien finir le scénario. Et donc il revient un peu à la vie, mais par contre effectivement le maître des ombres il a plus de force
Et donc après, il faudra éviter de faire ça trop de fois parce que sinon on s'expose à vraiment de graves retours de bâton. Oui, puis ça peut même être l'objectif du pacte des ombres, qu'il y a un joueur qui passe ce pacte du maître des ombres, qu'un joueur passe le pacte des ombres justement pour faire ce genre de choses. Et après, l'autre chose, c'est effectivement que comme toi, j'ai trouvé que le système de jeu était très classique. Et par exemple sur Gloomhaven, il y a des systèmes très forts, des points d'accroche très très forts sur la personnalisation de son paquet de cartes, les paquets de cartes actions qui sont hyper asymétriques, hyper forts et qui proposent un gameplay fou. Il y a des monstres qui est assez intuitive. Et là, c'est vrai qu'en termes de mécanique, je disais il y a pas une mécanique qui ressort du reste, quoi. C'est vraiment j'ai mes deux actions et puis on arrive là. J'ai pas vu d'idée mécanique qui m'intéressait. Maintenant, moi ça me plaît pas forcément, mais c'est à mon avis parce que je cherche à faire le jeu. Oui. Le jeu, il est plutôt là pour faire jouer et puis on se met dedans tout de suite. On a une immersion tout de suite et puis on fait voilà, c'est classique à mes retrash. Où on se prend pas la tête, on fait une aventure, quoi. Je dirais qu'on n'est pas le public aussi parce que on a tous les deux beaucoup joué et surtout beaucoup joué à des Ameritrash avec des grosses campagnes, etc. Là, clairement, le fait qu'on ait une IA qui aide à progresser, elle est sympa cette IA et elle a la possibilité de faciliter le jeu. Elle le fait. Malgré tout, le livret de règles est conséquent, il est épais, c'est genre une 50aine de pages avec des tables de loot, des tables d'objets auxquelles il faut se référer en permanence. Donc il y a quand même pas mal de choses à noter, mais l'IA permet de faciliter un peu les choses. Maintenant, l'IA. Alors ouais, justement, alors cette application qui est vraiment le cœur du jeu, c'est elle est bizarre parce qu'effectivement il y a des bons côtés. C'est-à-dire qu'effectivement t'ouvres une armoire, d'un scénario à l'autre, t'auras un nouvel objet en fonction de l'armoire. Mais est-ce que par rapport à piocher dans un paquet de cartes, ça change beaucoup de choses? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment des cas où effectivement l'IA va faciliter des choses. Je sais que par exemple, il y a un moment donné, on pouvait défoncer une porte et en fait, en fonction du personnage qui défonce la porte, il va y avoir un résultat différent. C'est-à-dire si c'est le barbare, effectivement les ennemis de l'autre côté vont être impressionnés, alors que si c'est juste le petit magicien tout frêle, il se fait mal à l'épaule. Voilà, ça va avoir moins d'effet. L'autre chose qu'il y a avec l'application, c'est que alors ils ont voulu que ce soit une application narrative et avec laquelle on interagit. Alors au début, on se dit c'est top parce que le premier contact qu'on a avec l'application, c'est on a une cinématique avec des illustrations plutôt chouettes sur l'illustration. Et l'histoire qui est contée par un narrateur. Le narrateur étant pour la version française, la personne qui double la voix de Morgan Freeman. Donc autant vous dire que ça en jette tout de suite. Et là on se dit ah ouais c'est chouette. Et puis on joue, puis on nous explique, on dit quand vous faites une action, vous dites à l'application ce que vous faites. Donc par exemple vous dites à l'application, le guerrier ouvre l'armoire. On va dire le guerrier ouvre l'armoire. Et là, on tombe sur les limites du système, c'est-à-dire que c'était beaucoup trop cher d'enregistrer avec un acteur toutes les voix. Et en fait, c'est du coup Siri qui nous répond avec la voix de Siri, donc la voix du GPS. Et alors là, mais moi, ça m'a sorti de l'univers, mais alors tout de suite, on a envie de rigoler à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est un peu terrible. Ça casse vraiment l'immersion et alors, effectivement, je pense que il y a, comme tu le dis, un côté budget, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est tellement, randomisé. Il y a tellement d'événements qui sont possibles, que il faut s'accommoder à ça. Ça paraît pas possible de réaliser d'enregistrer tous les segments sans avoir une appli qui fait, 30 ou 40 gigas. Et c'est pas possible, clairement. Je pense aussi, ça suffit. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est évidemment, moi, le premier truc que j'ai dit à la fin, c'est, on peut couper le son de ce truc-là parce que du coup, on est tellement pas dedans, ça va pas du tout. Et je me dis, on va couper et puis on lira et ça ira très bien. Et finalement, je me dis, mais est-ce qu'en fait, sur un jeu comme ça, pour moi, encore une fois, un gros joueur va, à mon avis, pas être le public. Pour moi, le public, c'est quelqu'un qui est vraiment nostalgique, quelqu'un qui va avoir notre âge ou un peu plus âgé, qui est nostalgique des requests, qui va dire à son gamin, viens, on va jouer à un jeu et on va faire un truc super. Ou des ados qui ont envie de se mettre peut-être au jeu de rôle ou au dungeon crawler et dont c'est le premier dungeon crawler. Et là, pourquoi pas? Il y a ce côté progression, ce côté bien balisé et ça pourrait marcher. Après, c'est peut-être un peu cher pour des ados. C'est ça, peut-être. Et si on reste sur le premier public, en fait, j'ai pas envie, en tant que parent, et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont pareils, on n'a pas envie de sortir un jeu avec un jeu comme ça avec une application dessus. Donc ça peut un peu freiner. Donc il y a des bons côtés sur cette application. Malheureusement, ce côté de voix et de lecture, moi, ça m'a laissé un peu froid. Et c'est dommage parce que quand on dit ils sont allés chercher cet acteur-là pour ça, on se dit bravo les gars quoi.
Fallait y penser, fallait le faire et ça en jette au début, quoi. Oui. Voilà. Donc moi, pas très convaincu par ce jeu. Je sais pas pour toi. Moi non plus, mais je trouve qu'il y a une promesse, il y a des idées. J'ai envie de voir les projets suivants du studio. Ça c'est vrai. Mais celui-là me convainc pas entièrement. Ouais, je suis d'accord. Alors, effectivement, tu viens sur le studio et ça va avec le lien de ce qu'on disait avant, c'est que il y a d'énormes efforts qui ont été faits pour ce jeu. Et on peut pas dire ça. C'est vraiment un jeu où les gens ont envie de faire quelque chose de bien. Généreux. C'est généreux. Il y a de l'envie. On verra à la suite. Après voilà, il y a malheureusement pour le jeu, je pense qu'il va tomber un peu en même temps où il y a des rééditions de HeroQuest, donc il risque d'arriver en concurrence. On va voir ce que ça donne pour lui. On verra si le public suit. Voilà. On passe au jeu suivant. Ouais. Allez, eh bien on va partir sur Cubosaur. Cubosaur, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'un petit jeu qui fait suite à Q-Birds, dans lequel on gérait des oiseaux cubiques. Ici, ce sera des dinosaures. Pas forcément cubiques parce que c'est moins approprié, mais ils sont très polygonaux. Et donc, on va essayer de gagner le plus de points possible en faisant des collections de dinosaures avec un petit mécanisme de sélection très simple. À votre tour, vous recevez une carte, soit de la pioche, soit d'un autre joueur, et soit vous la mettez dans votre collection, soit vous passez le lot de cartes au voisin, et si vous voulez faire ça, eh bien, il faut vous séparer d'un dinosaure de la collection qui n'est pas dans le pot commun. Et donc, vous donnez un pot qui est de plus en plus grand, et on pourrait se dire, bah ouais, il suffit de récupérer les bonnes cartes. Sauf que vous ne voulez pas tous les dinosaures, parce que, les dinosaures, ils peuvent faire des points négatifs également. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est typiquement le genre de jeu à collection qui n'a pas du tout ma préférence, ou en général, j'aime pas trop, j'y trouve pas bien mon intérêt. Et bah là, bonne surprise. Alors on va encore dire c'est parce qu'il y a des dinosaures. Non, c'est pas parce qu'il y a des dinosaures. C'est parce que ce système justement de choix de cartes que tu vas donner, il est vraiment intéressant parce qu'au début de la partie, il y a des cartes qu'on n'a aucun problème à donner. On se dit oh celle-là m'intéresse pas, tant mieux. C'est une bonne occasion de me débarrasser de celle-là. Sauf que les cartes dont on se débarrasse, les cartes elles sont jamais mauvaises en elles-mêmes. À part peut-être une ou deux qui sont systématiquement négatives, mais dans l'ensemble, elles sont jamais mauvaises en elles-mêmes. Ça va dépendre du contexte de notre collection. C'est-à-dire qu'il y a des collections où si on en a une, ça fait -1, mais si on en a deux, ça nous fait 4 points. Voilà. À l'inverse, d'autres, il faut qu'on en ait beaucoup pour avoir des points. C'est quand on n'a pas beaucoup qu'on en a. Donc ces cartes qu'on va garder ou non, déjà on va se dire bah tiens, est-ce que je vais la donner, est-ce que je veux pas la donner, et surtout cette carte qui est mauvaise pour moi, elle était vraiment bien pour mon adversaire. Et là, je suis en train de lui faire un énorme cadeau. Donc on est tout le temps en train d'équilibrer entre est-ce que vraiment je veux donner ça ou est-ce que je veux le garder? Alors clairement, on est dans la mitigation des dégâts, parce qu'en fait, on peut pas bien collectionner exactement ce qu'on veut, parce que les gens nous refilent des trucs, parce que on doit vérifier que c'est pas trop bénéficiaire aux autres, donc on cherche à chaque fois le moindre mal, ce qui va être le plus avantageux pour nous et le moins avantageux pour les autres. Et c'est ce jeu d'équilibre qui est intéressant, qui est un peu challengeant, avec des cartes aussi qui jouent sur les majorités de dinosaures, qui sont pas directement des dinosaures. Et c'est des parties très courtes, c'est genre 10 minutes. Contrairement à un jeu de collection un petit peu plus long, et ben en fait, on a vraiment ce sentiment de temporalité très rapide. Ouais. Moi vraiment, je trouve que encore une fois, ces jeux qui me plaisent pas de collection, là ils trouvent vraiment leur intérêt parce que ça va vite, on se pose pas la question, on voit bien l'intérêt de chacune des collections, celle où il faut faire des paires, celle où il faut en avoir qu'un seul, ainsi de suite. Et il y a vraiment cet arrachement de cœur des fois où on se dit non mais je peux vraiment pas du tout garder cette carte elle me fait trop mal. Mais si je la garde pas, ça veut dire que j'en enlève une qui va quand même vraiment très bien dans ma collection. Et voilà, donc il y a des sensations tout de suite, c'est joué tout de suite. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y a un mode avancé. Ah tout à fait, que moi j'ai pas essayé en tout cas. Moi je l'ai essayé où les dinosaures que tu récupères peuvent te donner de l'ADN, et cet ADN, en fait, il peut permettre d'activer des pouvoirs. Donc ça donne un petit peu plus d'interactivité, encore plus d'interactivité même, je dirais, encore plus de chaos maîtrisé, parce que vraiment c'est vraiment l'impression de gérer le chaos qui est dans ce jeu. Et c'est un petit peu plus expert, mais sans non plus trop rallonger le jeu. On est vraiment sur des parties hyper contenues. Moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de collection tout mini, tout petit, qui tient dans des parties assez intenses. Je suis assez d'accord. Moi aussi, assez séduit. Encore une fois, c'est parce que c'est des dinosaures. C'est pas parce que c'est des dinosaures. C'est parce que le jeu m'a vraiment plu. Donc, à refaire très très vite. On passe au troisième jeu. Ouais, et le troisième jeu, c'est Rise and Fall.
Alors Rise and Fall ou Rise and Fall, parce que j'ai pas l'accent de Mathieu, c'est un jeu où on va commencer par créer l'univers sur lequel on va gérer. C'est-à-dire qu'on va mettre des tuiles entre elles. Donc on va d'abord mettre l'océan, par-dessus on va mettre des plaines, par-dessus on va mettre des forêts, par-dessus on va mettre des montagnes et par-dessus on va mettre des glaciers. Donc d'une partie à l'autre, comme on fait cette création tous ensemble, la typologie du terrain va complètement changer. Et ça déjà, on le verra plus tard, c'est assez intéressant. Ensuite, les joueurs vont avoir des unités. Alors il y aura 3 unités différentes au début, on peut en avoir jusqu'à 6 différentes. Et la mécanique est très simple, c'est à mon tour, j'ai une carte dans ma main qui correspond à chacune de mes unités, et ben je joue la carte en question. Cette carte, je la récupérerai en main uniquement quand j'aurai joué toutes les cartes de ma main. Quand je joue le carte d'une unité, je vais activer chacune des unités, et chaque unité va avoir son action propre. Alors je dis son action, mais c'est ses actions propres. Par exemple, quand j'ai une ville, ma ville, je peux m'en servir pour collecter des impôts et gagner de l'argent. Ou bien je peux m'en servir pour créer des nomades. Ou bien je peux m'en servir pour transformer les nomades en marchands, par exemple. Mes nomades, eux, ils vont pouvoir se déplacer, ils vont pouvoir collecter des ressources, ils vont pouvoir se transformer en bateau et ils vont pouvoir se transformer en ville. Donc on a une interaction entre toutes ces unités qui vont chacune nous servir à quelque chose. Et donc on va générer des ressources, créer de nouvelles unités et puis grappiller des points de victoire à droite à gauche, principalement à travers l'argent, mais aussi quand on réussit à placer toutes les unités d'un type donné sur le plateau, on va avoir un objectif qu'on récupère et qui va nous faire des points. Mais attention, à chaque fois que ça arrive, tous les joueurs vont devoir choisir une de leurs cartes et ils vont devoir la défausser. L'écarter même, exactement. Et donc ils pourront plus s'en servir tant qu'ils l'ont pas racheté. Et donc on aura un type d'unité qui sera bloquant. Et c'est de plus en plus cher. Et c'est de plus en plus cher de les récupérer. Alors qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Eh ben écoute, j'ai grave kiffé. Parce que comme tu le disais, comme tu le soulignais, les cartes sont, la carte est différente à chaque fois, donc on constitue ce territoire. Il y a quelque chose d'assez magique dans le fait de créer ce continent ensemble. Et puis à réfléchir. Alors quand on a commencé la première partie, on place un petit peu au hasard, mais je pense que dès la deuxième partie, c'est pas la même. T'es vraiment dans la construction. Tu te dis ah ouais, si j'essayais de faire une grande mer comme ça. J'essaye de la choper, etc. Alors bien entendu c'est un vœu pieux parce que ça n'arrivera pas, les autres joueurs vous laisseront pas faire. Mais on sent que déjà on a de l'interaction très douce dans cette construction et puis après on rentre direct dans le vif du sujet, on pose nos unités, on se dit parfait, ça a l'air vachement grand et au bout de 3 tours de table, on se dit bah non en fait c'est rikiki, il y a de la place pour personne, il va falloir que je pousse les autres pour arriver à me faire ma place, gagner mes points. Et ces unités, elles te donnent cette sensation de pouvoir orienter ton jeu d'une façon ou d'une autre. Ouais, clairement. Je pense que dans une partie, tu feras pas, tu créeras pas du tout toutes les unités. Ouais. Tu vas plutôt te dire, bah tiens, je vais faire plein de temples parce que ça me permet de convertir éventuellement les autres ou de faire de l'argent. Ou bien, je vais avoir des nomades qui vont partir à droite à gauche pour avoir plein de ressources. Ou bien, je vais faire des marchands pour aller en prendre bénéficier des villes des autres. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a vraiment plein d'axes de développement. Ce qui est d'ailleurs au début de la partie assez déstabilisant. Ah oui, je t'avoue que quand j'ai vu les cartes, quand on m'a expliqué le jeu, comme toi, on nous a expliqué le jeu. T'as ces 6 grandes cartes format méga tarot et tu te dis oh là 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 où on va. Parce qu'il y a 4 actions dessus. Et différentes au moins. Et en fait, ça va. Non, ça dépend. Les temples, par exemple. D'accord, il y en a moins. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'iconos et en fait, au bout de 2 tours, tu sais faire. T'as aucun souci, tu comprends très très vite. Il y a 2-3 petites règles à assimiler et en plus, alors il y a un truc qu'on n'a pas testé, c'est que tu peux avoir de la symétrie, tu peux avoir une faction qui te donne un pouvoir qui vient vraiment orienter ta stratégie. Et il y en avait un gros paquet, donc je pense que ça sera assez intéressant de voir ça, en fait, de voir comment ça se développe. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la liberté, l'ouverture du jeu. Ouais, vraiment. Et effectivement, l'icono, pour revenir sur l'icono, elle est super bien faite, donc on comprend vraiment en fait ce que permet de faire chaque action. On n'a pas besoin de nous l'expliquer. Comme j'ai dit, on commence avec 3 unités. Il n'y a pas besoin d'expliquer les 3 unités qui restent. On comprend tout de suite. Et effectivement, il y a énormément de choix dans ce qu'on peut faire. Et c'est très visuel. Parce qu'en plus, tous les meeples sont différents en fonction des unités. Donc, on voit bien, le volume aussi. Voilà, on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc, finalement, c'est un jeu qui est accessible quelque part. Alors qu'on pourrait se dire, effectivement, au début, quand j'ai regardé, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que je vais aller? Et en fait, le jeu est accessible. Parce que, tout se déroule de façon assez logique.
Mais c'est pas parce qu'il est accessible qu'il est simple. Et comme tu as dit, il est, à mon avis, hyper profond et il y a plein de choses à faire. Surtout si on rajoute cette asymétrie-là. Ouais. Finalement, c'est un peu un 3X sans l'extermination. C'est vrai qu'il n'y a pas de combat. Il y a pas de combat. Alors, il y a la conversion avec les temples. On peut convertir les unités ennemies. C'est ça. Mais il y a clairement du positionnement, de la majorité, du blocage, de la collection de ressources, de l'exploration. Alors, c'est pas de l'exploration vraiment où on va découvrir des choses. Hein. C'est vraiment de l'exploration où on va investir un endroit et on va s'y établir. Vraiment, c'est de la colonisation. Mais il y a beaucoup de façons de jouer, je pense. Oui. Et toutes sont satisfaisantes, toutes trouvent également leur contre, parce que les autres joueurs, si vous essayez de trop gratter leur truc, eh bien ils vont construire des temples, convertir vos unités. Si jamais vous essayez d'investir trop d'espace, pareil, ils peuvent vous embêter. Si jamais vous faites trop de villes, ils vont vous faire des marchands et c'est plus efficace pour eux. Il y a plein de systèmes d'équilibrage comme ça qui sont hyper agréables. Oui, parce que l'interaction est hyper présente. Ah, c'est omniprésent. C'est-à-dire que même s'il y a assez peu d'agression directe, on a déjà parlé de la conversion, on va vraiment réfléchir. Attends, tu vas aller là? Bah tiens, si je mets mes unités, bah tu peux plus passer. Ou comme tu l'as dit, ah bah tiens, t'as construit ta ville au bord de la mer, eh bah parfait, mon bateau va se faire un plaisir de récolter de l'argent grâce à ta ville. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à jouer. J'ai hâte de faire une autre partie. Moi aussi. Voilà. Bah, je te propose de faire ça quand on aura le jeu. Quand on aura de nouveau le jeu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces 3 jeux. N'hésitez pas à venir en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Les DLV, c'est toujours des retours à chaud, hein, donc on n'a pas beaucoup de parties derrière nous. Donc peut-être que si vous avez joué un peu plus, vous pouvez avoir des avis différents. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez aimé cette vidéo. Les petits pouces bleus, vous connaissez ça. N'hésitez pas à aller sur le site où on donne aussi nos avis sur les jeux de façon écrite cette fois et pas en vidéo. Le petit tip qui nous aide de temps en temps à faire tout ça. Il me reste à vous dire à bientôt sur Ludovox et puis ciao Mathieu, ciao tout le monde. Ciao. Bye.